Plus pour l'aviation que n'importe qui d'autre sur cette planète. Et il est sorti avec une ribambelle de vedettes d'Hollywood. Il a eu une histoire avec Katharine Hepburn, Ava Gardner, Rita Hayworth. Je n'imaginais pas que moi aussi, je tomberais follement amoureuse de lui. Mais devenu l'un des hommes les plus riches du monde, Howard Hughes a passé les 20 dernières années de sa vie reclus dans sa chambre d'hôtel. During his latter years, the billionaire allowed only a handful of people to see him. Il avait très peur d'être contaminé. Et sa santé s'est lentement dégradée. Il était dans un état pitoyable. Il n'avait besoin que de nourriture et d'eau. Il pouvait s'acheter ce qu'il voulait, mais à la fin, il s'est retrouvé seul. Howard Hughes était un des hommes d'affaires les plus prospères du monde. Il aurait dû avoir accès aux meilleurs soins disponibles. Pourtant, son autopsie détaillée indique qu'il a succombé à une insuffisance rénale chronique due à un certain nombre de pathologies censément curables. Plus mystérieux encore, son corps était apparemment méconnaissable, au point que le FBI a dû prélever ses empreintes pour confirmer son identité. Je vais examiner les circonstances qui entourent la mort étrange et énigmatique d'Howard Hughes. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Depuis 20 ans, il a pratiqué des milliers d'autopsies. Il dirige désormais le service de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis et travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes sur des morts suspectes. J'ai ici l'autopsie et le rapport d'enquête sur la mort d'Howard Hughes. Grâce aux analyses médicales et aux récits de ceux qui le connaissaient, je vais essayer de comprendre comment l'un des hommes les plus riches du monde a pu mourir seul dans un tel état de négligence physique. 7 janvier 1972, Los Angeles. Un peu plus de 4 ans avant sa mort. Howard Hughes organise une conférence de presse à laquelle il participe à distance depuis son hôtel aux Bahamas. Il vit plus ou moins coupé du monde depuis près de 20 ans. Au début des années 70, la rumeur disait qu'Howard Hughes était mort ou grabataire. Le milliardaire est un des plus grands entrepreneurs du monde. Illustre fondateur de la Hughes Aircraft Company, il s'est constitué un véritable empire immobilier à Las Vegas. C'est aussi un producteur de cinéma mythique qui a même racheté la RKO Pictures. Il exerce une telle fascination sur le public que l'annonce d'une autobiographie soi-disant coécrite avec l'écrivain Clifford Irving s'impose comme l'événement littéraire du moment. Howard Hughes était déterminé à prouver que le livre de Clifford Irving était un faux. Il a décidé de faire une conférence de presse par téléphone. On ne l'a donc pas vu en personne. I take it, sir, you do not know a man named Clifford Irving, then? I never saw him. I never even heard of him. Il a donné cette conférence de presse pour faire savoir qu'il contrôlait la situation et que Clifford Irving ne savait rien et n'avait aucun droit sur son histoire ni sur sa vie. Les journalistes en profitent pour l'interroger sur les rumeurs relayées par la presse au sujet de son apparence. Hair to the middle of his back and fingernails and toenails from 6 to 8 inches long. This is just inconceivable. If I had toenails 8 inches long, I couldn't walk. Toenails 8 inches long, I couldn't write my name. Il voulait être perçu comme Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Mais la vérité, c'est qu'il était dans un état pitoyable. Il avait les cheveux et les ongles trop longs, et il était nu la moitié du temps. Il a réussi à donner l'impression d'être normal, alors qu'il ne l'était pas. Le rapport indique qu'au moment de sa dernière conférence de presse, Howard Hughes était dans un état d'extrême négligence physique. Ses ongles de pied et de main étaient de fait trop longs et abîmés par une infection fongique appelée onychomycose. Ce champignon colonise l'ongle quand on ne se lave pas assez les mains et les pieds et qu'on lui permet ainsi de proliférer. Souvent douloureuses, les mycoses des ongles peuvent provoquer d'autres infections graves. Autre signe inquiétant, ses dents.
elles étaient complètement pourries. Cet état de laisser-aller a certainement eu une incidence sur son insuffisance rénale. Je dois approfondir la question. Howard Robert Hughes Jr. est né le 24 décembre 1905 à Houston, au Texas. Il est le fils unique d'Aline Gano et d'Howard Robert Sr., un inventeur. Sa famille a fait fortune dans l'industrie pétrolière. Le petit Howard s'est rapidement révélé être un génie de la mécanique et il adorait la technologie. Il a fabriqué son propre émetteur radio à une époque où c'était très inhabituel. Il a même conçu une bicyclette à moteur. Le garçon passe le plus clair de son temps seul, sans doute à cause d'une affection infantile. Il a partiellement perdu l'audition alors qu'il était enfant, et il en a souffert toute sa vie en société. Il ne s'intéressait pas tellement aux autres. Son père l'a toujours incité à prendre ses décisions seul et à ne compter sur personne. À 16 ans, Howard voit son destin prendre un tournant tragique. Sa mère Aline meurt des suites d'une grossesse extra-utérine. Et 2 ans plus tard, son père est emporté brutalement par un infarctus. Il adorait ses parents et je crois qu'il ne s'en est jamais vraiment remis. Il s'est senti seul jusqu'à la fin de sa vie. Le double décès de ses parents a été un choc terrible. À cause de ça, il s'est replié sur lui-même. Il s'est persuadé qu'il n'avait besoin de personne. Le jeune homme hérite d'une fortune et prend la tête de l'entreprise familiale. Il avait 18 ans, il aurait dû être à la fac et faire partie d'une fraternité. Au lieu de quoi, il dirigeait une société au capital de plusieurs millions de dollars. Mais Howard est trop ambitieux pour se contenter de vendre du matériel de forage. Il voulait monter sa propre affaire. Et dans les années 20, aucune industrie au monde n'était plus prometteuse que le cinéma. À 20 ans, il décide de partir pour Hollywood. Il adorait le cinéma, produire, faire des films et découvrir des stars. Il réalise plusieurs succès populaires, dont Les Anges de l'Enfer, un film entré dans l'histoire du cinéma. Howard a orchestré toute une scène de combat aérien pendant la Première Guerre mondiale qui est absolument phénoménale et qui reste pratiquement inégalée. Jamais un film n'avait coûté aussi cher. Et Howard avait investi plusieurs millions de sa propre poche. Mais sa vocation de pilote ne s'arrête pas aux portes d'Hollywood. Il bat le record du tour du monde en solitaire en avion et devient ainsi un héros national. C'est fou, Howard était la personne la plus connue du monde. Je crois que c'est là-haut, dans le ciel, qu'il était le plus heureux. Cette passion pour l'aéronautique le conduit à fonder la Hughes Aircraft Company et à prendre le contrôle de Transworld Airlines, TWA. Il construit également le plus gros avion du monde, en bois. Le Spruce Goose, un surnom qu'il détestait, est une véritable prouesse. Construire un avion en bois géant est une entreprise d'une complexité presque inimaginable. Il fonde encore l'Institut médical Howard Hughes, continue à gérer la société d'outillage de son père au sein d'un vaste empire commercial et investit enfin massivement dans l'immobilier à Las Vegas. Il est arrivé à Las Vegas dans les années 60 et il a commencé à acheter des hôtels, ce qui a dynamisé l'économie. En gros, c'est lui qui a fait de Las Vegas ce qu'elle est aujourd'hui. Sammy Davis Jr. described Howard Hughes as the only man who plays Monopoly with real buildings. Quand il faisait quelque chose, ce n'était jamais pour s'enrichir. Mais il n'y pouvait rien, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Février 1973, hôtel Inn on the Park à Londres, 3 ans avant sa mort. Howard Hughes n'a fait presque aucune apparition en public depuis 20 ans. Il a commencé à se retirer du monde entre la fin des années 50 et le début des années 60. Ça s'est fait progressivement. Et puis il s'est mis à vivre à l'hôtel.
Je pense qu'Howard appréciait la discrétion et la flexibilité de la vie à l'hôtel. Il se cache à Londres depuis déjà quelques mois. Partout où ils allaient, ils réservaient tout le dernier étage. Il y avait 5 ou 6 collaborateurs d'Hughes en permanence dans la pièce voisine qui servait de bureau. Ses assistants avaient ordre de mettre d'épais rideaux aux fenêtres pour occulter la lumière du jour. Et il restait ensuite cloîtré dans sa chambre pendant plusieurs mois. Gordon Margulis, le père de Sean, est un des plus proches collaborateurs d'Howard. Mon père était bien conscient d'avoir affaire à un des hommes les plus puissants du monde. Mais je crois qu'en même temps, il avait de la peine pour lui. Parce que malgré l'image de force et de pouvoir qu'il projetait, c'était un vieillard qui vivait seul, reclus, dans une pièce sombre. Les rapports indiquent qu'Howard Hughes a vécu dans l'obscurité de façon plus ou moins constante pendant les 20 dernières années de sa vie. L'exposition au soleil apporte à l'organisme la vitamine D dont il a besoin pour assimiler le calcium. Chez l'adulte, une carence en vitamine D peut être source de faiblesse musculaire et d'ostéoporose, 2 symptômes mis en évidence par l'autopsie. Cependant, cette carence sévère en vitamine D ne peut pas être la cause principale du décès. L'autopsie détaillée d'Howard montre que sa vie dans l'obscurité n'était que la partie émergée de l'iceberg. Mai 1973, Hotel Inn on the Park, Londres. 3 ans avant sa mort. Voilà près de 2 décennies qu'Howard Hughes gère son vaste empire financier depuis ses différentes chambres d'hôtel. Il avait beau vivre reclus, il n'en continuait pas moins à gérer ses affaires avec diligence par téléphone et par mémo. Il ne rencontrait jamais ses partenaires commerciaux en personne. Ses assistants servaient de relais entre son empire et lui. Et il était toujours convaincu qu'il ne faisait pas les choses comme il fallait. Si bien qu'il leur dictait des mémos détaillés sur la façon de faire chaque chose. Les assistants d'Howard ont pour mission de l'aider dans tous les aspects de sa vie. Il y avait un mémo pour expliquer aux assistants comment se tenir à ses côtés, sans jamais le regarder en face ni respirer dans sa direction. Il y avait aussi un mémo de 2 ou 3 pages sur la façon d'ouvrir les fruits en conserve. Il y avait certaines choses qu'il ne voulait pas toucher, en particulier les mains de ses assistants. Quand on lui tendait quelque chose, il fallait le tenir avec un mouchoir en papier. Mais il fallait aussi avoir un mouchoir en papier dans l'autre main et s'en servir pour ouvrir ce qu'on lui donnait. À la fin, il y avait des mouchoirs partout. Je vois dans le rapport qu'Howard Hughes souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, des TOC. C'est une maladie psychiatrique invalidante, caractérisée par des pensées intrusives angoissantes, que le patient gère en adoptant des comportements répétitifs et en développant des obsessions incontrôlables. Pour les gens qui sont atteints de TOC, le simple fait de vivre est une véritable souffrance. Je n'ai pas allumé et éteint les lumières, je n'ai pas vérifié le four, je ne me suis pas lavé les mains. Interagir avec les autres devient difficile, parce qu'on pense sans cesse à ses obsessions et à ses compulsions. Les premières phobies d'Howard sont apparues très tôt. On sait que sa mère avait un vrai problème avec les microbes. C'était une sorte de maniaque de l'hygiène. Howard tenait clairement ça d'elle. Elle le couvait trop. Il n'y en avait que pour son petit garçon. Il devait mettre ses bottes en caoutchouc, ne surtout pas s'exposer aux germes. Ses 2 parents l'ont sensibilisé à un danger. Sa mère a la phobie des microbes. Elle passe son temps à lui dire « Ne touche à rien, tu vas tomber malade ». Le monde est donc un endroit dangereux en termes de contamination. Quant à son père, il fait du monde un endroit dangereux en termes de rapport humain. Ne te fie à personne, ne compte que sur toi-même. La recherche scientifique montre qu'il existe une forte prédisposition génétique au TOC. Et des études indiquent aussi que chez les gens qui en sont atteints, l'activité du cortex préfrontal ventromédian est réduite. C'est la zone du cerveau qui évalue les risques et anticipe les récompenses.
C'est peut-être pour ça que les malades se focalisent souvent avec une rigueur excessive sur les règles, l'organisation, le perfectionnisme et le contrôle. Une façon pour eux de mettre des limites et d'apporter un semblant de structure à leur vie. L'actrice Terry Moore a fait les frais de cette volonté de perfection et de contrôle à l'époque où elle était mariée avec lui. Le perfectionnisme d'Howard déteignait sur sa façon de réaliser des films, de piloter des avions, sur ses goûts en matière de femmes et de nourriture, sur absolument tout. Par exemple, il m'interdisait de me raser les jambes et je ne me maquillais jamais quand j'étais avec lui. Il aimait les femmes au naturel. Il tenait aussi absolument à ce que je porte un soutien-gorge en permanence. Même au lit, quand on faisait l'amour, je devais garder mon soutien-gorge. Et je dois dire que mes seins sont restés exactement les mêmes qu'à 16 ans. Le milliardaire a des liaisons avec les plus belles femmes d'Hollywood, de Katharine Hepburn à Ginger Rogers. Mais ses obsessions deviennent envahissantes. Il était incapable de faire confiance aux femmes. Et il avait à la fois les moyens et la volonté de les surveiller. Je sais qu'il m'a espionné un jour. On s'était disputé, je suis partie avec Tony Curtis, et quand j'ai regardé dans le rétroviseur, j'ai vu Howard qui nous suivait. S'il avait pu contrôler ma vie dans le moindre détail, il l'aurait fait. Ses tocs ne cessent d'empirer, à tel point qu'il finit par craindre que quelqu'un ne le fasse interner dans un hôpital psychiatrique. Il redoutait que les dirigeants de ces différentes sociétés n'essayent de le faire interner. Parce qu'il commençait à avoir un comportement irrationnel qui menaçait de les mettre sur la paille. Mais s'il était marié, il ne pouvait pas l'interner. Parce qu'il était impossible de mettre quelqu'un à l'asile sans la signature de son conjoint. Howard Hughes a déjà eu 2 épouses, Ella Rice, une jeune fille de la bonne société, et Terry Moore. À 51 ans, il se remarie avec une star d'Hollywood, Jean Peters. Je pense que dans leurs 12 ou 13 ans de mariage, ils n'ont pas passé plus de 9 mois sous le même toit. Ça en dit long sur sa capacité à avoir une relation normale. Je vois dans son dossier que ces tocs n'ont pas affecté que ses relations avec les femmes. Apparemment, il a aussi développé des obsessions relatives à son alimentation. Juin 1973, Hôtel Inn on the Park à Londres, moins de 3 ans avant sa mort. Howard a commandé son dessert préféré. Il avait développé toutes sortes d'obsessions, et les glaces en faisaient partie. Il adorait les glaces. Et il avait tendance à demander le même parfum tous les soirs. Il exigeait que ce soit mon père qui lui prépare son repas. Et il y avait de longues périodes pendant lesquelles il ne mangeait qu'un seul type d'aliment. Par exemple, à Vegas, au Desert Inn, il s'est pris d'une passion pour la crème glacée à la banane et aux noix. Alors, ils en ont acheté 1300 litres. Et le lendemain, quand mon père est arrivé avec sa glace banane-noix, Howard Hughes en a pris une cuillerée et il a dit « Vous savez quoi? Cette glace est excellente, mais je préférerais de la glace à la vanille. » À d'autres moments, il faut se battre pour lui faire avaler quelque chose. Il était tellement difficile qu'il pouvait rester plusieurs jours sans rien manger et sans même boire d'eau. Il ne prenait pas soin de lui-même. Dans le rapport d'autopsie, le médecin légiste a noté qu'Howard souffrait de cachexie, un affaiblissement de l'organisme dû à une maladie chronique. Le fait d'être dénutri peut avoir un impact néfaste sur les reins. Cela réduit leur capacité à concentrer l'urine et à éliminer les toxines. Les tocs de Howard Hughes semblent avoir contribué à sa mort. Mais quand j'analyse le rapport d'autopsie plus en profondeur, je me dis que ça masque peut-être quelque chose de beaucoup plus physiologique. Sa chute aurait-elle été provoquée par un événement traumatique dans son passé? 7 juillet 1946, Beverly Hills en Californie. Pionnier de l'aviation, Howard Hughes risque sa vie à plusieurs reprises pour tester ses prototypes. Mais l'année de ses 40 ans, il s'écrase au cours d'un vol d'essai en solo sur son appareil de reconnaissance expérimentale. Howard Hughes, wealthy movie maker and aviator, crashes while test flying his new XF-11. He radioed trouble. Peu après le décollage, l'avion traverse 3 maisons avant d'exploser. C'était une scène stupéfiante. Howard essayant de s'extraire de cet avion en flammes.
Il s'était brisé absolument tous les os. Et il avait des cicatrices sur tout le corps. Il recevait des télégrammes du monde entier. Bon rétablissement, Howard. Mais personne ne croyait qu'il s'en sortirait. Ce dossier médical m'indique qu'Howard Hughes est sorti de son accident d'avion avec de nombreuses blessures, y compris des fractures multiples et des brûlures au 3e degré. Il a fallu lui faire 4 greffes de peau. Il avait le thorax enfoncé, le poumon gauche collabé et son cœur avait été poussé sur le côté de la cage thoracique. Ça aurait pu entraîner un crush syndrome, une pathologie caractérisée par un choc majeur. Suite à la compression extrême du corps, il se produit une anoxie musculaire au moment où la pression exercée sur le membre comprimé se relâche. Les membranes des cellules libèrent alors des toxines comme la myoglobine. Quand une quantité excessive de myoglobine est filtrée par les reins, ça peut provoquer des lésions rénales catastrophiques. On appelle ça une rhabdomyolyse traumatique et c'est potentiellement mortel. Pourtant, malgré la gravité extrême de ses blessures, Howard a réussi à s'en sortir. Non seulement il s'en sort, mais Howard met aussi à profit son séjour de 5 semaines à l'hôpital pour améliorer son lit. Son prototype automatisé servira de modèle au lit d'hôpital moderne. Aujourd'hui, ça nous paraît tout naturel. Le haut du lit d'hôpital peut se soulever et s'abaisser. Il est entièrement automatisé. Mais c'est Howard qui a eu l'idée le premier. Une fois encore, il laisse son empreinte sur le monde. Mais l'accident d'avion le marque lui aussi de façon indélébile. La plupart des blessures dont souffrait Howard ont eu un impact à long terme important, comme on en trouve la preuve dans son autopsie. Il avait des cicatrices dans le dos et aussi des antécédents d'hémothorax qui auraient commencé, je cite, « suite à l'accident d'avion 30 ans avant sa mort ». Un hémothorax, c'est quand des lésions internes saignent dans la cavité pleurale, l'espace entre les poumons et la paroi thoracique. Suite à cet épanchement de sang dans la cavité pleurale, il a développé des adhérences cicatricielles, une fibrose pleurale. Il n'existe aucun traitement contre ces adhérences, et la fibrose a sans doute entraîné des difficultés respiratoires ainsi qu'une gêne jusqu'à la fin de sa vie. L'accident d'avion a marqué un tournant dans la vie d'Howard. D'abord parce qu'il a énormément souffert et que ça a été le point de départ de son addiction aux médicaments et à la codéine. Après son accident, on a prescrit à Howard de la codéine. Mais son autopsie révèle qu'il continuait à en prendre à très haute dose 30 ans plus tard. La codéine est un antalgique opioïde qui agit sur les récepteurs aux opioïdes du système nerveux et modifie ainsi la tolérance à la douleur. Il prenait beaucoup de codéine. Ça lui permettait de masquer assez régulièrement la douleur. Il n'était pas du genre à aimer se plaindre. Il prenait ce médicament pour mener une vie normale, au moins à ses yeux. Juillet 1973, Hotel Inn on the Park de Londres, moins de 3 ans avant sa mort. Si Howard Hughes a passé 20 ans reclus dans des chambres d'hôtel, c'est entre autres raisons pour échapper à la justice. Quand on est à la tête d'un tel empire financier et qu'on a tendance à prendre des décisions hâtives, on est souvent attaqué en justice. Soucieux de préserver son image, le milliardaire ne veut pas se montrer au tribunal. Il ne voulait pas être vu dans l'état où il était. Et ses problèmes de santé sont sur le point d'empirer. Il est tombé alors qu'un des assistants le déplaçait et il s'est cassé le col du fémur. C'est encore un moment charnière de sa vie. À partir de là, il a commencé à décliner très rapidement. Les rapports indiquent qu'Howard Hughes s'est fracturé le col du fémur et qu'il a fallu l'opérer pour lui mettre une broche. Suite à cet accident, il n'a plus jamais marché et il a développé une contracture dans la jambe gauche. Sa jambe était définitivement raccourcie. Cette fracture fémorale et cette contracture ont sans doute contribué à ses douleurs chroniques. Cet homme ne jurait que par l'autosuffisance. Alors, quand il est devenu dépendant des autres, d'abord à cause de sa maladie mentale, puis de ses maladies physiques, ça a certainement marqué le début de la fin. Au départ, il a pris plus de codéine pour soulager la douleur de la fracture fémorale. Et sa consommation s'est envolée.
Le rapport d'autopsie relève de multiples traces de piqûres dans ses avant-bras. Paradoxalement, il préférait prendre la codéine en injection plutôt qu'en comprimé. Ce choix me donne à penser qu'au vu de l'intensité de sa souffrance et de son seuil élevé de tolérance aux principes actifs, ces infirmiers ont jugé plus efficace d'injecter la codéine directement dans son système sanguin. Il cassait régulièrement l'aiguille et il ne permettait à personne de le toucher. Howard était un patient très difficile. Qui aurait pu se permettre de dire à Howard « Voilà ce que vous allez faire » ? Peut-être une épouse ou un frère, quelqu'un de proche. Mais il était fils unique et il n'avait pas d'épouse à ce moment-là. Cette incroyable surconsommation de codéine multiplie les risques de constipation. Les opioïdes augmentent le temps que met le bol alimentaire à progresser le long du système digestif, en ralentissant les contractions de l'intestin. Avec le temps, la matière fécale s'accumule. Les études montrent que les personnes atteintes de constipation chronique présentent une augmentation de 13% du risque de maladie chronique des reins. Il avait un sérieux problème de constipation et passait de longues heures aux toilettes. Il lui arrivait d'y passer 12 heures à attendre qu'il se passe quelque chose. Lorsque le médecin légiste a examiné son système digestif, il a vu qu'il n'était pas touché. La constipation n'a donc pas joué un rôle direct dans sa mort. Cependant, ce problème de constipation chronique colle avec sa longue addiction aux opiacés. Et le risque d'infection pourrait en faire un facteur contributif dans la mesure où il peut y avoir une contamination des reins par les toxines. Mais il y a autre chose qui aurait pu provoquer des infections mortelles. Le rapport mentionne la présence d'escarres, qui sont un signe d'inactivité et de faiblesse prolongée. Si on ne les soigne pas, les escarres peuvent provoquer des infections avec des conséquences catastrophiques pour les reins. Avril 1975, hôtel Xanadu Princess aux Bahamas. Un an avant sa mort. Howard s'est installé dans une autre chambre d'hôtel. Il bouge de moins en moins. Parfois, il regardait le même film encore et encore, 5 ou 6 fois dans la même journée. Il ne quittait plus sa chambre et se détachait de plus en plus de ses activités commerciales. Après s'être cassé le col du fémur, Howard n'a plus jamais remarché. Il ne buvait plus de liquide, il ne s'alimentait pas correctement, il ne faisait pas d'exercice, son état se dégradait lentement. Et il a fini par développer des escarres qui le faisaient énormément souffrir. Le rapport d'autopsie indique une petite ulcération de 2 cm. À côté de ça, ils ont aussi trouvé 6 ulcérations croûteuses de taille similaire sur la peau. Ces escarres sont superficielles, et le fait qu'elles soient surtout encroûtées montre qu'elles ont dû cicatriser avec le temps. Il est donc peu probable qu'elles soient à l'origine d'une quelconque infection. Mais leur simple présence témoigne de l'état d'extrême faiblesse dans lequel il était. Août 1975, hôtel Xanadu Princess aux Bahamas, 8 mois avant sa mort. Les tocs d'Howard continuent à régenter sa vie. Il mettait tellement de temps à aller aux toilettes qu'il préférait s'asseoir sur son lit et uriner dans un bocal. Mais il gardait les bocaux. Tout le reste de sa vie était tellement chaotique que les tocs sont devenus très envahissants. Ça ne lui procurait pas la réalité du contrôle. Parce qu'uriner dans des bouteilles n'avait rien à voir avec sa douleur ni avec son travail. Mais ça lui donnait l'illusion du contrôle, et c'est précisément ce dont il avait besoin. Février 1976, 2 mois avant sa mort. Décision est prise de quitter les Bahamas pour le Mexique. Les assistants lui ont dit « Howard, même si vous vous plaisez ici, il faut aller au Mexique. Vous ne pouvez plus vous procurer ces médicaments aux Bahamas. » Ça ne se passait jamais bien quand on le déplaçait. C'est mon père qui prenait la tête des opérations et qui se chargeait de le porter. Il a plaisanté un jour en disant qu'il était content, qu'il ait perdu tant de poids parce que ça lui facilitait la tâche.
Ce que l'on sait au sujet de ce déménagement, c'est qu'il a été catastrophique pour Hughes. Sa santé était déjà fragile. Ça a bouleversé ses habitudes, si singulières qu'elles soient, et ça a précipité sa déchéance. 1er mars 1976, hôtel Acapulco Princess au Mexique. Un mois avant sa mort. Howard est en piteux état. Il tombe de son lit, se cogne la tête sur la table de chevet et aggrave une lésion qu'il a sur la tête. L'autopsie mentionne un cylindrome sur la zone pariétale gauche du scalp. Les cylindromes sont des tumeurs bénignes qui se présentent généralement sous la forme de lésions solitaires, à croissance lente, sur la tête et dans le cou. Cependant, à en croire le rapport, la chute d'Howard a arraché la tumeur en laissant une plaie béante qui n'a pas tardé à s'infecter. À la suite de quoi, des toxines ont pu contaminer les reins. Il est donc fort possible que ce facteur ait joué un rôle dans sa mort. 3 avril 1976, hôtel Acapulco Princess au Mexique. 2 jours avant sa mort. Dans les derniers jours de sa vie, il était à moitié inconscient. Ses assistants lui apportaient de l'eau et parfois de la nourriture, mais il n'y touchait pas. Howard passait 19 heures par jour à dormir dans son lit. Il souffrait terriblement. C'est Jack Rill, qui connaissait Howard mais n'était pas son assistant, qui a appelé un de ses médecins en disant « Il faut que vous veniez, il est très malade ». 9 h du matin, 5 avril 1976. Moins de 5 heures avant sa mort. Le docteur Wilbur Sain, médecin personnel d'Howard Hughes, arrive aussitôt. Je crois qu'il était déjà désorienté à ce moment-là. Il n'était plus lucide. Il n'était pas sous oxygène ni sous perfusion. Aucun des soins qu'on prodigue normalement à une personne dans cet état qui pèse moins de 45 kilos. 10h30 du matin. Des mesures sont prises pour ramener Howard à Houston, sa ville natale. Ils ont décidé de le mettre dans un avion pour les États-Unis, où il pourrait contrôler la situation. Si Howard était mort au Mexique, le gouvernement mexicain aurait peut-être exigé de faire une autopsie et d'ouvrir une enquête. Or, l'organisation d'Howard Hughes tenait à éviter ce genre de choses. Mon père a porté Howard Hughes depuis l'hôtel à Acapulco jusqu'à l'avion. Mais les médecins ne l'ont pas autorisé à monter à bord avec lui. 11h20. Howard, 2 de ses médecins, les docteurs Sain et Chaffin, et un autre de ses assistants embarquent dans un jet privé. L'un des pilotes parvient à entreapercevoir son passager. You know, like he was all shriveled up almost. He just wasn't much left of him, what I could see. You know, he didn't really know what was going on or anything. 11h30. La tour de contrôle autorise le décollage. Le docteur Sain a fait le récit des derniers instants d'Howard. Au décollage, son pouls apical était de 92. Il a augmenté au moment de la montée, puis est redescendu une fois l'avion stabilisé. Pendant l'heure qui a suivi, la respiration de Hughes s'est peu à peu ralentie, jusqu'à s'arrêter complètement vers 13h20. À 13h27, le décès d'Howard Robert Hughes Jr. est constaté. Howard Hughes, an adventurous life as pioneering airplane pilot, movie producer and director, friend of powerful leaders and himself powerful, died aboard the plane at the age of 70. A secret flight from Mexico to Houston's famed Methodist Hospital. J'étais anéantie quand j'ai appris la nouvelle. Howard Hughes avait tellement souffert dans sa vie. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Il comptait énormément pour moi et pour beaucoup d'autres gens. À commencer par ces garçons qui l'entouraient et travaillaient pour lui. C'était triste. C'est le seul type au monde dont il a fallu attendre la mort pour se rendre compte qu'il était encore en vie. C'était une telle énigme que personne ne savait ce qui s'était passé.
In Houston today, some of the questions about Howard Hughes began to be answered. At any rate, some of the medical questions. An autopsy was performed. Certains journaux ont affirmé qu'Howard était mort d'une overdose. Sur le rapport de toxicologie, la quantité de codéine présente dans son système est effectivement assez incroyable. Mais on parle de quelqu'un qui avait une tolérance extrême à ce médicament, qu'il avait pris à haute dose pendant les 30 dernières années de sa vie. Donc, il est inconcevable que ce soit ça qui l'ait tué. Cependant, Howard semble avoir connu un déclin neurologique dans les derniers jours, et ça peut m'aider à résoudre le mystère de sa mort. L'autopsie de Howard Hughes indique qu'il a succombé à une insuffisance rénale chronique. Et j'ai déjà découvert plusieurs causes susceptibles d'expliquer cette insuffisance rénale, de la malnutrition à l'addiction aux opioïdes en passant par la dégradation des muscles squelettiques ou rhabdomyolyse. Mais quand j'examine de plus près l'autopsie incroyablement détaillée d'Howard, je vois quelque chose de beaucoup plus significatif. Le médecin légiste a découvert que son insuffisance rénale résultait directement de sa consommation d'analgésiques, et en particulier de la phénacétine. On a utilisé la phénacétine pour lutter contre la douleur et contre la fièvre pendant des années. On l'a prescrit à de nombreux patients avant de découvrir ses effets néphrotoxiques. Désormais, elle est interdite aux États-Unis. Howard vivait clairement avec une maladie rénale chronique depuis des années. Mais je crois qu'au-delà de la phénicétine, il y a un autre facteur qui a fini par pousser son corps jusqu'au point de rupture. Le fait que la phénacétine ait été utilisée contre la fièvre et les infections est la clé qui va nous permettre de comprendre les raisons de sa mort. Howard souffrait d'une hypertrophie des glandes de la prostate, qui lui obstruait partiellement l'urètre. Cette augmentation non cancéreuse de la taille de la prostate se produit chez environ 50% des hommes après 60 ans. La prostate hypertrophiée appuie sur l'urètre et fait obstacle à l'écoulement de l'urine hors de la vessie. Cela entraîne une pathologie appelée obstruction vésicale. Dans le cas de Howard, on a une vessie très distendue à cause de l'urine qui s'est accumulée dedans en quantité croissante au fil du temps, ce qui le rendait sans doute sujet aux infections urinaires. Élément décisif au cours de l'autopsie, le médecin légiste a découvert 250 ml d'urine trouble, ce qui m'indique qu'il souffrait effectivement d'une infection. Et je vois aussi qu'Howard souffrait d'une cystite chronique. Sa vessie était enflammée à cause d'une infection. Avec une infection urinaire comme ça, Howard semblait peut-être délirant, surtout à son âge. Il est clair que son corps était lourdement atteint par ses nombreux problèmes de santé. Et je suis convaincu que cette infection urinaire lui a porté le coup fatal. Le Dr Hunter pense désormais pouvoir révéler les derniers instants d'Howard Hughes. Le rapport me montre que le corps présentait de multiples foyers d'infection. Ses reins ont fini par lâcher. Et il est devenu urémique, ce qui signifie que ses reins laissaient échapper des toxines ou déchets azotés dans son sang. Ces toxines, dont la créatinine et l'urée, ont atteint une concentration très élevée. En conséquence, Howard Hughes a probablement contracté une septicémie. Et cela a entraîné un choc septique. Vu son état de faiblesse, il n'a tout simplement pas pu combattre l'infection. Ses organes ont commencé à lâcher. Howard Hughes est tombé dans le coma et il a fini par mourir. Le Dr Hunter a une dernière pièce à placer dans le puzzle. Même si on a pu lire dans la presse qu'Howard Hughes avait été victime de négligence, je pense qu'il y a une autre explication à son apparence. Suite à l'accident d'avion qu'il a eu en 1946, il a développé une pathologie appelée l'allodynie, c'est-à-dire que le moindre contact avec sa peau pouvait provoquer de terribles douleurs. Cette affection a été sans doute provoquée par ses multiples fractures. Les lésions des tissus libèrent des médiateurs chimiques qui touchent les nerfs du tissu et provoquent ainsi une douleur cutanée chronique. Si les dents d'Howard étaient cariées, c'est sans doute parce que les brosser lui faisaient trop mal. De la même manière, se couper les ongles et les cheveux pouvait provoquer une douleur insupportable. Son apparence singulière était donc certainement due à des douleurs chroniques plutôt qu'à ses tocs.
Le docteur Wilbur Sain, son médecin, a décrit Howard comme extrêmement sensible au toucher. Se couper les ongles des mains et des pieds lui faisait un mal de chien. Howard prenait des quantités incroyables de codéine. Mais ça ne devait pas suffire à soulager la douleur. Entre l'allodynie, la douleur aux hanches, les adhérences fibreuses, les plaies ouvertes, l'insuffisance rénale chronique, Howard Hughes accumulait les blessures et les douleurs. La plupart des gens confrontés à des douleurs chroniques cherchent un mécanisme de compensation. Et je pense que pour lui, les TOC étaient une béquille. Une façon d'apporter de l'ordre et de la structure, et surtout un peu de contrôle dans sa vie. Howard Hughes était un génie. Et s'il a décidé de vivre reclus, ce n'est pas à cause de ses TOC. C'est parce qu'il a souffert de douleurs chroniques pendant les 30 dernières années de sa vie. Le véritable miracle, c'est qu'il ait réussi à survivre si longtemps. On se souviendra d'Howard pour sa contribution remarquable à l'aéronautique, les nombreux avions qu'il a conçus, sa volonté de promouvoir la science et sa détermination à tenter l'impossible en tant que pilote. Mais aussi, hélas, pour la fragilité d'un être humain qui pensait réussir seul et qui a échoué. Howard Hughes était un des hommes les plus exceptionnels qui ait jamais existé. C'était un homme droit et intègre. Il a changé ma vie. Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai toujours.